Tout a commencé par une de ces nuits humides du Kentucky où l'air est si lourd qu'il semble chargé de souvenirs. En contrebas, la ville de Pine Valley reposait, silencieuse, ses lumières de porche vacillant contre la lisière des bois, tandis que 5 amis gravissaient l'ancienne route de terre en direction de Miller's Bluff. C'était en juillet 2001, l'été, avant que tout ne doive changer. C'est Evan Brooks qui avait tout organisé. Depuis des semaines, il parlait d'une dernière soirée, du genre de celle qu'on n'oublie jamais. Un feu de camp, de la musique, quelques bières et le réconfort de savoir que, pour quelques heures encore, ils n'étaient que des adolescents. Melissa Carter et Hannah Reid étaient assises à l'arrière, chantant au son de la radio, tandis que Jake Myers les taquinait depuis le siège passager. Travis Lorne était au volant. C'était le plus âgé du groupe, celui à qui tout le monde faisait confiance, même lorsque la route se rétrécissait et serpentait dangereusement près du bord de la falaise. Miller's Bluff ne figurait sur aucune carte officielle. C'était une clairière au bout d'un sentier forestier oublié, un endroit dont les habitants parlaient à voix basse, mais qu'ils fréquentaient malgré tout. De là-haut, on pouvait voir toute la vallée, le réservoir miroitant comme du verre noir sous le clair de lune. Des générations d'adolescents s'y étaient retrouvés en secret, mais cette nuit-là, l'atmosphère était différente. Plus tard, quelques jeunes de la ville diront se souvenir d'avoir entendu le vieux Ford Ranger gravir la colline vers 22h30. Le son s'était estompé, remplacé par l'écho lointain de la musique, quelque part au plus profond des bois. Vers 23h, le feu crépitait. Ils étaient assis en cercle, les bouteilles à moitié vides, leur rire fendant le silence de la forêt. Melissa avait apporté un appareil photo jetable et n'arrêtait pas de prendre des clichés. Evan, faisant le signe de la paix. Anna, faisant griller une guimauve. Jake, penché en arrière, contemplant les étoiles. Sur ces photos, il semblait heureux, insouciant. Et pourtant, si l'on y regarde de plus près, on peut le percevoir, ce silence étrange en arrière-plan. Pas d'insectes, pas de bruit nocturne, seul le reflet des flammes dans 5 paires de jeunes yeux incertains. Vers minuit, le vent a tourné. Le frère d'Evan, qui vivait à 3 kilomètres en contrebas dans la vallée, dira plus tard à la police avoir entendu un moteur vrombir puis caler. Une autre voisine a cru entendre un cri porté par le vent, faible mais assez perçant pour qu'elle éteigne la lumière de son porche et tende l'oreille. Le son s'est fait entendre une fois, peut-être deux, puis a disparu. Là-haut, sur la falaise, la musique s'était tue. Les dernières photos de l'appareil de Melissa ont été prises à 23h52. L'une d'elles la montre debout, près du bord, son visage à moitié éclairé par le feu. Derrière elle, dans l'ombre, 2 petits points lumineux scintillent à travers les arbres comme des phares lointains. Les enquêteurs agrandiront cette image des dizaines de fois, mais ils ne découvriront jamais la nature de ces lumières. Vers 0h15, un faible écho a parcouru les collines, un bruit de métal contre la pierre, puis le silence. Les habitants de la ville ont pensé à un coup de tonnerre, mais au matin, les 5 amis n'étaient pas rentrés. Au lever du soleil, une panique silencieuse s'est emparée de leurs parents qui s'appelaient les uns les autres. Le pick-up d'Evan n'était pas dans l'allée. Le lit de Melissa était encore fait. Le téléphone d'Anna tombait directement sur la messagerie vocale. Le bureau du shérif a été prévenu à 9h et les adjoints ont gravi la vieille route de crête, s'attendant à trouver le groupe encore sous l'effet de l'alcool, peut-être endormi dans la cabine du Ford Ranger. À la place, ils n'ont trouvé que les restes du feu, des bûches calcinées, quelques canettes écrasées, des traces de pneus menant vers le bord de la falaise et rien d'autre.
Le sol était brûlé et dessinait un motif étrange, comme si quelque chose avait brûlé plus fort et plus vite que du bois. Près des cendres, quelqu'un avait laissé tomber une tongue à moitié fondue. Plus loin, les agents ont trouvé une chemise en flanelle déchirée accrochée à un buisson, mais il n'y avait aucune empreinte de pas s'éloignant, aucun signe de lutte, juste le vide d'une nuit d'été qui avait terriblement mal tourné. Le premier jour s'est confondu avec le suivant. Des bénévoles ont envahi la zone, criant leur nom, fouillant le réservoir et les bois à la lueur des lampes de poche. Seul le bourdonnement régulier des cigales leur répondait. Les chiens de recherche ont flairé de faibles pistes qui disparaissaient près de la crête. Des hélicoptères ont survolé la lisière des arbres. Et pourtant, après 3 jours, pas la moindre trace des 5 adolescents. Alors que le soleil se couchait sur ce troisième jour, le shérif Dale Whittaker se tenait sur la falaise et contemplait la vallée en contrebas. L'air sentait la pluie et la cendre. Au loin, le tonnerre gronda de nouveau. Il a dit plus tard qu'il ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils étaient toujours là, quelque part, pas partis, juste en attente d'être retrouvés. Mais à mesure que les heures se transformaient en jours et les jours en semaines, cet espoir a commencé à se muer en peur. Ce qui avait commencé comme une simple affaire de personnes disparues prenait l'allure de quelque chose de tout à fait différent, quelque chose que personne à Pine Valley ne pouvait expliquer. Et quelque part, sous les couches de boue et de temps, la vérité attendait déjà, cachée juste au-delà de la lueur du feu de cette dernière nuit d'été. Au lever du soleil, Miller's Bluff n'avait plus rien de l'endroit secret qu'il était autrefois. La route de terre que seuls quelques adolescents connaissaient était désormais bordée de camions du comté, de camionnettes de chaînes d'information et de bénévoles en gilets oranges. Le shérif Dale Whittaker se tenait près de la clairière, les bras croisés, scrutant les restes calcinés du feu de camp de la nuit précédente. Cela ne ressemblait pas encore à une scène de crime, juste aux séquelles d'un rassemblement estival qui avait mal tourné. Mais le silence racontait une autre histoire. Les parents s'étaient rassemblés au pied de la colline, faisant les 100 pas, criant des prénoms auxquels personne ne répondait. Cela devait être une simple recherche. Peut-être que les jeunes étaient partis ailleurs en voiture. Peut-être s'étaient-ils perdus ou étaient-ils tombés en panne d'essence. Mais lorsque les adjoints ont atteint le bord de la falaise, la première chose qu'ils ont remarquée, ce sont les traces de pneus, fraîches, profondes, et menant dangereusement près de l'endroit où le sol plongeait dans l'obscurité. Les empreintes s'arrêtaient brusquement. La terre s'était effritée là où la pente tombait dans le ravin. L'adjoint Colton Reeves s'est penché au-dessus du vide, balayant les arbres en contrebas avec sa lampe de poche. Rien, pas un reflet de métal, pas de branche cassée, aucun signe d'accident, juste le bruit du vent qui soufflait dans la vallée. À quelques mètres de là, ils ont trouvé des canettes de bière éparpillées, une glacière renversée et une parcelle de terre brûlée où se trouvait le feu. Un haut-parleur de radio en plastique fondu était incrusté dans le sol, mais il n'y avait ni téléphone, ni portefeuille, ni aucun effet personnel. En milieu de matinée, le shérif a appelé des renforts. Des quads sont arrivés pour s'enfoncer plus profondément dans les bois environnants. Des chiens de recherche ont été amenés de Lexington. En quelques heures, la crête tranquille est devenue le centre de l'une des plus grandes opérations de recherche de personnes disparues de l'histoire du comté.
Le réservoir en contrebas a été bouclé tandis que des plongeurs pénétraient dans l'eau froide et trouble. D'en haut, un hélicoptère tournait, scrutant la lisière des arbres à la recherche de ce Ford Ranger vert. Le premier jour s'est transformé en 2, puis en 5. L'équipe de plongeurs a ratissé chaque section du réservoir, traînant des sonars et des aimants dans la vase. Rien n'a été remonté, à l'exception de quelques lignes de pêche rouillées et d'un vieux cadre de vélo. Le bureau du shérif a étendu le périmètre de recherche au comté voisin. Des centaines d'avis de recherche ont été imprimés, agrafés aux poteaux téléphoniques, épinglés sur les panneaux d'affichage des épiceries, scotchés sur les pompes à essence. Les informations locales en ont fait leur gros titre. 5 amis disparaissent après un feu de camp nocturne. L'histoire a été diffusée sur toutes les chaînes, de Louisville à Knoxville. En quelques jours, les journalistes ont envahi Pine Valley, faisant des reportages devant le bureau du shérif, interrogeant des voisins et des camarades de classe qui connaissaient à peine les disparus. Les gens ont commencé à sortir du bois avec des théories, certaines sincères, d'autres bizarres. Un chasseur a affirmé avoir vu d'étranges lumières près de la crête la nuit précédente. Quelqu'un d'autre a dit avoir entendu ce qui ressemblait à 2 voitures faisant la course sur le sentier forestier. Un autre homme a juré qu'il s'agissait d'une attaque d'ours, bien qu'aucune empreinte d'animal n'ait jamais été trouvée. Puis les rumeurs plus sombres ont commencé. Des chuchotements sur un deal de drogue qui aurait mal tourné, des histoires de sectes vivant en marge près de l'ancienne carrière. Tout s'est répandu rapidement, alimenté par la peur, les commérages de petites villes et le vide laissé par l'absence de réponse. Les familles, autrefois proches, ont commencé à se déchirer. Le père de Melissa a accusé le cousin de Travis de retenir des informations. La mère d'Hannah a refusé de parler aux parents d'Evan après qu'une rumeur a laissé entendre que sa fille avait prévu de fuguer. La ville, autrefois unie par ses pique-niques paroissiaux et ses matchs de lycée, s'est fracturée du jour au lendemain. À la fin du mois d'août, le bureau du shérif a fait appel à des enquêteurs de l'État. La police d'État du Kentucky a analysé des échantillons de sol de la falaise, testé chaque morceau de tissu et envoyé les débris brûlés au laboratoire de criminalistique. Quelques semaines plus tard, un rapport est revenu. Des traces de résidus d'essence près du foyer, suggérant l'utilisation d'un accélérant, mais la cause était non concluante. Il pouvait s'agir de carburant renversé ou de quelque chose de pire. Puis est arrivé le premier véritable indice. Début septembre, un bénévole a trouvé quelque chose à moitié enfoui sous la terre à environ 40 mètres du bord. Un téléphone portable fondu. Sa coque était déformée, la batterie fendue par la chaleur. Le modèle correspondait à celui que les parents de Melissa Carter disaient qu'elle portait cet été-là. Le numéro de série était encore à peine visible. C'était le sien. Le téléphone a été envoyé au laboratoire de Francfort. Pendant des semaines, les techniciens ont tenté d'extraire des données du disque endommagé. Lorsque les résultats sont finalement arrivés, il n'y avait presque rien, juste une image partiellement récupérée de la nuit du feu de camp. Les enquêteurs l'ont agrandi pixel par pixel. Elle montrait un feu au centre, les silhouettes de 3 personnes se tenant près de lui et, à l'arrière-plan, le faible reflet de 2 orbes lumineux. Ils semblaient être des phares. Mais ce qui les a troublés, ce n'était pas ce que les lumières montraient, mais leur position. Elles étaient trop hautes par rapport au sol pour appartenir à un autre camion sur la crête. Elles semblaient flotter, formant un angle à moitié caché derrière les arbres. Certains ont juré qu'il s'agissait simplement d'un reflet
sur la lentille de l'appareil photo jetable. D'autres n'en étaient pas si sûrs. La découverte a ravivé l'obsession de la ville. Les animateurs de radio spéculaient chaque soir. Les 5 de Pine Valley, comme on les appelait, sont devenus une légende régionale. Les gens se rendaient en voiture jusqu'à la falaise pour voir où cela s'était produit. Les adolescents se mettaient au défi d'y passer la nuit. Les familles imploraient le respect de leur vie privée, mais l'histoire avait pris sa propre vie. À la fin de cette année-là, l'enquête officielle tournait au ralenti. Toutes les pistes s'étaient refroidies. Aucune nouvelle preuve. Aucun témoin. Même l'équipe de plongeurs a admis sa défaite. Le réservoir était tout simplement trop profond, trop trouble pour continuer les recherches indéfiniment. Le shérif a ordonné de sceller le site, bien que des gens s'y faufilent encore après la tombée de la nuit. Noël est passé. 5 chaises vides, 5 chaussettes laissées suspendues par habitude. L'année scolaire a repris et les noms des amis ont été imprimés dans l'annuaire avec une seule ligne en dessous. Partis mais pas oubliés. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient en train d'être oubliés, lentement, douloureusement, comme une cicatrice qui s'estompe avec le temps. Au 2e anniversaire, la participation à la veillée commémorative avait diminué de moitié. Les avis de recherche avaient jauni, striés par la pluie, arraché des poteaux. La vie avait repris son cours normal, du moins en surface. Les gens de la ville sont retournés au travail, au service du dimanche, et ont recommencé à prétendre qu'ils n'étaient pas hantés par ce qui s'était passé sur cette falaise. Pourtant, de temps en temps, quelqu'un affirmait entendre des choses là-bas, des bruits étranges la nuit, l'écho d'un moteur que personne ne pouvait trouver. Parfois, des conducteurs disaient que leurs phares clignotaient sans raison en passant près de la route du réservoir. Pour le shérif, ces appels n'ont jamais cessé. Chaque fois que le téléphone sonnait, chaque fois qu'un tuyau arrivait, il espérait que ce serait le bon, la percée. Mais en 2003, les 5 de Pine Valley ont été officiellement déclarés disparus, présumés morts. Le dossier a été classé, mais l'histoire, elle, ne s'est pas arrêtée. Pas pour les familles qui laissaient encore les lumières de leur Porsche allumées la nuit, ni pour le shérif qui se rendait à Miller's Bluff chaque année à la même date, se tenant en silence là où le feu avait autrefois brûlé. Personne ne pouvait expliquer pourquoi il faisait plus froid là-haut, pourquoi l'air sentait toujours faiblement la fumée, et bien que la vie ait continué, Pine Valley ne s'en est jamais vraiment remise. En 2018, 17 longues années s'étaient écoulées depuis la nuit où les 5 de Pine Valley avaient disparu. La plupart des gens avaient cessé d'en parler à voix haute, mais dans les coins tranquilles de la ville, à l'épicerie, au bureau de poste, sur les marches de l'église après le service du dimanche, l'histoire vivait encore, murmurée par fragments. Certains disaient que les jeunes avaient dû tomber de la falaise par accident. D'autres croyaient qu'ils s'étaient enfuis, à la poursuite d'une vie que Pine Valley ne pourrait jamais leur offrir. Quelques-uns pensaient encore à quelque chose de plus sombre. Mais à ce moment-là, le mystère s'était transformé en autre chose, une douleur collective avec laquelle la ville avait appris à vivre. Chaque mois de juillet, les familles se réunissaient sur la crête pour une veillée. Elles allumaient des bougies en rang le long de la route de terre, disaient une prière et regardaient le réservoir qui avait englouti leur espoir toutes ces années auparavant. Les parents vieillissaient. Des enfants qui n'étaient même pas encore nés
grandissait en entendant parler des 5 noms gravés sur une stèle commémorative. Evan, Melissa, Jake, Hannah, Travis. Pas de corps, pas de camion, pas de conclusion, juste une histoire qui s'était terminée trop tôt. Le shérif Whitaker avait pris sa retraite des années auparavant. Les dossiers de l'affaire étaient rangés dans des boîtes dans la salle des scellés, leurs bords jaunis, l'encre s'effaçant. Le monde avait tourné la page. De nouvelles maisons ont été construites, de nouvelles familles se sont installées, mais Miller's Bluff n'a jamais changé. Les habitants disaient encore qu'il y avait quelque chose de particulier sur cette crête, la façon dont le brouillard s'y attardait plus longtemps qu'ailleurs, comment les moteurs de voitures calaient parfois près du virage. Les gens l'évitaient après la tombée de la nuit. Même les gardes forestiers, qui patrouillaient dans la région, disaient que l'endroit avait quelque chose de malsain. C'est dans ce contexte que la garde forestière Abigail Lowe est tombée dessus au printemps 2018. Elle avait 31 ans, était nouvelle dans le district, chargée de surveiller les risques d'incendie après une série d'orages tardifs. Son itinéraire de patrouille l'emmenait au plus profond de l'arrière-pays, plus loin que la plupart des randonneurs ne s'aventuraient jamais. Une tempête, 2 nuits plus tôt, avait emporté une partie d'une vieille route, un chemin qu'elle ne reconnaissait sur aucune carte récente. Elle a failli faire demi-tour, mais quelque chose a attiré son attention. Les arbres de chaque côté se penchaient vers l'intérieur de manière anormale, et la boue semblait remuer, comme si quelque chose de lourd s'était déplacé en dessous. Lorsqu'elle s'est approchée, elle a vu un éclat de métal scintiller à travers la boue. Au début, elle a pensé que c'était un débris, peut-être un morceau d'équipement agricole datant de plusieurs décennies. Mais lorsqu'elle s'est agenouillée, dégageant la terre, ses doigts ont touché de l'acier incurvé, une poignée de porte. Son souffle s'est coupé. Il ne devait pas y avoir de véhicule aussi loin sur la crête. La route la plus proche était fermée depuis 2003. Elle a signalé sa découverte par radio, sa voix stable, mais tremblante en dessous. En moins d'une heure, les adjoints du comté sont arrivés. Des équipes d'excavation ont été appelées au crépuscule. Les travaux de déblaiement ont été lents, méticuleux, et plus ils creusaient, plus la situation devenait étrange. Ce qui a émergé de la terre n'était pas seulement un véhicule. C'était le véhicule, le Ford Ranger disparu. 17 ans de rouille et de roche l'avaient pressé contre la paroi du ravin, l'aplatissant comme du papier. L'impact avait dû être brutal. Lorsqu'ils ont ouvert la cabine, l'air était épais, chargé d'une odeur de terre et de quelque chose d'autre, du tissu brûlé, de l'huile, de la décomposition. À l'intérieur se trouvaient 3 squelettes, soudés au siège par des années de compression et de boue. Une chaîne stéréo fondue était à moitié immergée dans le plancher. Des éclats de verre s'accrochaient encore au cadre, là où le pare-brise aurait dû se trouver. Ils ont trouvé une montre arrêtée à 12h19, un bracelet, une seule basket blanche coincée entre les sièges. La nouvelle s'est répandue dans Pine Valley avant la tombée de la nuit. Pendant 17 ans, les familles avaient attendu des réponses. Maintenant, elles avaient quelque chose de tangible, mais pas la conclusion qu'elles avaient imaginée. Les journalistes sont revenus. Des hélicoptères ont de nouveau survolé le site, tout comme en 2001. Mais le ton était différent cette fois. Sombre, prudent. La ville, autrefois obsédée par les théories, observait maintenant avec une incrédulité silencieuse. Le bureau du coroner a transporté les restes à Francfort pour des analyses. Les experts en criminalistique ont travaillé jour et nuit. L'ADN a confirmé ce que tout le monde craignait déjà. Evan Brooks, Hannah Reed
et Travis Lorne avaient été retrouvés. Mais deux noms, Melissa Carter et Jake Myers, manquaient toujours à l'appel. Ce qui a intrigué les enquêteurs, ce n'était pas seulement de savoir qui manquait. C'était la façon dont le camion s'était retrouvé là. La pente du ravin suggérait qu'il avait reculé depuis la falaise, dévalant près de 10 mètres avant de s'écraser contre la pierre. Mais il y avait des incohérences. Les clés n'étaient pas sur le contact. Les trois ceintures de sécurité étaient encore bouclées et la portière côté conducteur était verrouillée de l'intérieur. S'ils avaient porté leur ceinture de sécurité au moment de la chute, ils auraient été piégés instantanément. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un ait tenté de s'échapper. Pourtant, la vitre du passager avant était à moitié baissée. La boue avait rempli l'espace comme du plâtre, mais à l'intérieur, la surface du tableau de bord était plus propre, comme si quelqu'un l'avait essuyé après l'accident. Les enquêteurs ont examiné la scène centimètre par centimètre. Ils ont récupéré des fragments de tissu brûlés, une lampe de poche fondue et un briquet rouillé avec des initiales gravées à peine visibles sur le boîtier. Hatcher, Anna Reed. Sous le siège du conducteur, ils ont trouvé un appareil photo compact, le même modèle que Melissa était connue pour porter cet été-là. La pellicule à l'intérieur avait été détruite depuis longtemps par l'humidité, mais sa vue a ravivé de vieilles blessures. Les familles se sont réunies au bureau du shérif lorsque la nouvelle a été confirmée. L'atmosphère à l'intérieur était lourde, presque recueillie. Le père d'Evan tenait une carte pliée de la falaise qu'il avait portée chaque année à chaque veillée, les bords usés et doux. La mère d'Anna était assise en silence, les mains tremblantes, tandis qu'elle murmurait « Au moins, nous pouvons les ramener à la maison. » Mais la conclusion n'était pas simple. Deux de leurs enfants manquaient toujours, et les preuves ne cadraient pas avec la thèse d'un accident. Le chemin que la garde forestière Lowe avait découvert avait été fermé bien avant 2001. Pour que leur camion se retrouve là, quelqu'un aurait dû forcer la barrière ou approcher de l'autre côté de la crête, une route que seuls les bûcherons et les arpenteurs auraient connue. Le journal local a fait les gros titres pendant des semaines. Les restes partiels des 5 de Pine Valley retrouvés après 17 ans. Les gens qui avaient depuis longtemps cessé d'assister aux veillées ont recommencé à venir, laissant des fleurs sur le site. Mais à chaque nouvelle question résolue, deux autres apparaissaient. Pourquoi seulement 3 d'entre eux étaient-ils dans le camion? Si c'était un accident, où étaient les autres? Le shérif a assigné une nouvelle équipe d'enquête pour réexaminer l'affaire. Ils ont utilisé la cartographie 3D et l'analyse de terrain pour reconstituer la trajectoire du camion. D'après l'angle de la descente, ils ont estimé que le véhicule n'avait pas dévalé la pente par accident. Il semblait avoir reculé lentement avant d'accélérer. Ce simple détail a tout changé. Si quelqu'un était au volant, pourquoi le conducteur était-il toujours attaché? Et si les 3 victimes étaient attachées, qui a pris les clés? Le rapport du médecin légiste a ajouté encore plus de malaise. Les 3 ceintures de sécurité ont été retrouvées bouclées, mais les os du conducteur présentaient des blessures par compression incompatibles avec une chute. Il semblait que le corps avait été positionné après l'impact. Personne ne pouvait dire pourquoi. Le coroner a qualifié cela d'anomalie. En privé, les enquêteurs ont qualifié cela d'impossible. La garde Lowe est retournée sur le site quelques jours plus tard, se tenant là où elle avait repéré pour la première fois cet éclat de métal à travers la boue. Les bois étaient silencieux, à l'exception du faible bourdonnement des insectes. Au loin, le réservoir scintillait sous les arbres.
17 ans de silence venaient de se briser, mais l'onde de choc qu'il déclenchait ne faisait que commencer. Pour la première fois depuis 2001, Pine Valley avait une preuve matérielle, que les amis n'avaient jamais vraiment quitté les lieux. Mais cette découverte ravivait aussi de vieilles peurs. Si le pick-up était resté caché tout ce temps, enseveli et scellé par les tempêtes, comment se faisait-il que personne ne l'ait trouvé plus tôt? Et plus important encore, si 3 d'entre eux étaient là, où étaient les 2 autres? Chaque affaire que nous vous racontons exige des semaines de recherche dans les archives, de vérification des faits et de reconstitution de vies réelles qui ont été perdues. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelque part, quelqu'un mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous souhaitez que nous continuions à lever le voile sur ces mystères, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et à nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus marqué. Votre soutien nous est essentiel. Et si vous voulez découvrir d'autres affaires classées que nous avons résolues, les liens vous attendent ci-dessous. Maintenant, revenons à l'enquête. L'inspectrice Mara Holloway avait pris la tête de la division des affaires classées de Pine Valley 2 ans plus tôt, héritant d'étagères remplies de vieux dossiers qui exhalaient une légère odeur de poussière et de désespoir. La plupart étaient insolubles, le genre d'affaires qui laissait des parents vieillissants attendre un appel qui ne viendrait jamais. Mais il y avait un dossier qu'elle gardait à part des autres. Son onglet était usé, son étiquette manuscrite et son encre pâlie, les 5 de Pine Valley. Mara avait grandi à seulement 40 minutes de la ville. Elle se souvenait des reportages de 2001, des visages de ces adolescents souriant maladroitement sur leurs photos de fin d'année. Tous les jeunes de son âge connaissaient cette histoire. Lorsque les restes de 3 des amis furent découverts en 2018, Mara se retrouva à nouveau face à ce dossier. Officiellement, l'enquête était close. 3 morts, 2 disparus. Mais trop de détails clochaient. Les ceintures de sécurité bouclées, les clés volatilisées, les téléphones introuvables. Ces rapports la hantaient. Alors, elle fit ce que personne d'autre n'avait fait en près de 2 décennies. Elle reprit l'enquête depuis le début. Mara commença par reconstituer la dernière nuit minute par minute en utilisant les données des antennes relais archivées depuis le début des années 2000. Les premiers inspecteurs avaient cartographié les signaux de base, mais la technologie de l'époque était primitive. Un nouveau logiciel d'analyse forensique pouvait désormais tracer des périmètres de mouvement exacts, et ce qu'il révéla changea tout. Les 5 téléphones étaient actifs à 23h53, l'heure estimée de l'accident. À minuit, 3 d'entre eux s'éteignirent. Ceux d'Evan, Hannah et Travis, probablement détruits sous le choc. Mais 2 signaux persistèrent. Les téléphones de Melissa et Jake continuèrent d'émettre des pings périodiques pendant près de 6 heures après l'accident. Les données les localisaient à près d'1 kilomètre au nord du ravin, plus près du bord du réservoir. Cela signifiait qu'au moins pour un temps, 2 d'entre eux étaient encore en vie. C'était une découverte extraordinaire, mais qui soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. S'ils avaient survécu, pourquoi n'avaient-ils pas réussi à s'en sortir? Et pourquoi personne n'avait trouvé la moindre trace d'eux jusqu'à présent? Mara rouvrit discrètement l'enquête de terrain, évitant l'attention des médias. Elle constitua une petite équipe, 2 adjoints et un anthropologue judiciaire de Lexington. Ensemble, ils retracèrent le chemin depuis le ravin jusqu'au réservoir.
Le terrain était escarpé et envahi par la végétation, un labyrinthe de troncs d'arbres abattus et de dolines qui auraient pu facilement engloutir des preuves pendant des décennies. 3 jours après le début des recherches, l'un des chiens détecta une faible piste olfactive près de la crête nord. Le maître chien précisa qu'elle était ancienne, affaiblie, mais compatible avec une décomposition humaine. Les chiens suivirent de l'odeur sur près de 400 mètres avant de bifurquer vers une parcelle de sous-bois dense. C'est là qu'ils le trouvèrent. Sous des couches de broussailles et d'aiguilles de pin se trouvait ce qui semblait être un ancien campement. Les restes d'un foyer de camp étaient au centre, remplis de pierres noircies et de bois calciné. À proximité, 2 séries d'empreintes distinctes étaient conservées dans le sol durci. Une plus petite, une plus grande. Un sac de couchage déchiré était accroché à une branche tombée, son tissu rigide et blanchi par le soleil. Pendant 17 ans, il était resté là, caché à la vue de tous. Mara s'accroupit près des cendres, balayant la terre de ses mains gantées. À l'intérieur du foyer, des fragments de tissu brûlés et de plastique fondu collaient encore au sol. Quelqu'un était resté ici assez longtemps pour faire un feu. Quelqu'un avait tenté de survivre. À quelques mètres de là, l'adjoint Graves l'appela. Coincé sous une pierre plate près de la lisière des arbres, se trouvait un morceau de papier plié, presque fusionné au sol par la pluie et le temps. Ils le dégagèrent avec précaution. Lorsqu'ils le déplièrent, l'encre s'était estompée, mais les mots étaient encore assez lisibles pour leur donner des frissons. Partis chercher de l'aide. Je les entends. Ne suivez pas. L'écriture correspondait à des échantillons provenant des dissertations scolaires de Melissa Carter. Pendant un long moment, personne ne parla. La forêt autour d'eux semblait trop calme. Seul le bruit du vent dans les arbres brisait le silence. De retour au laboratoire, l'analyse graphologique confirma ce qu'ils suspectaient déjà. Melissa avait écrit cette note. Elle l'avait probablement laissée à la hâte, peut-être lestée sous la pierre pour l'empêcher de s'envoler. Mais ce qui frappa le plus Mara n'était pas le message lui-même, c'était ce qu'il impliquait. Je les entends. Qui était ce eux? Des équipes de recherche, des animaux ou autre chose? Quelqu'un d'autre? Le campement et la note changeaient tout. Ce qui avait été considéré comme un accident était désormais bien plus complexe. La théorie officielle selon laquelle les 5 amis étaient morts sur le coup dans l'accident ne tenait plus. 2 d'entre eux s'en étaient clairement sortis vivants, blessés ou désorientés, et avaient tenté de trouver de l'aide. Mais les bois autour de Miller's Bluff étaient impitoyables. Les températures chutaient brutalement la nuit. La visibilité était quasi nulle sans lumière. S'ils étaient blessés et perdus, il était facile d'imaginer comment ils auraient pu succomber au froid. Pourtant, même cette explication ne semblait pas satisfaisante. La zone où le campement fut trouvé avait été fouillée à plusieurs reprises lors de l'enquête initiale. Des drones, des chiens cadavres, des randonneurs. Personne n'avait rien signalé. Pour qu'un tel campement passe inaperçu, il devait avoir été dissimulé intentionnellement. Alors que la nouvelle de la découverte se propageait, la petite ville du Kentucky, qui avait passé près de 2 décennies à panser ses plaies, fut à nouveau déchirée. Les familles qui avaient enfin appris à vivre avec leur deuil se retrouvèrent replongées dans le cauchemar. La mère de Melissa, Diane, confia à un journaliste qu'elle ne cessait de relire cette note dans sa tête. C'était ma petite fille, dit-elle à voix basse. Si elle était vivante là-dehors, ne serait-ce que quelques heures, et que personne ne l'a trouvée,
Comment vivre avec ça? Le frère aîné de Jake, Matthew, réagit différemment. Il avait toujours cru que le groupe était tombé sur quelque chose cette nuit-là, quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Ils ne se sont pas simplement crachés, dit-il à la police. Ils fuyaient. L'inspectrice Holloway n'écarta pas l'idée. L'analyse du terrain sur le site suggérait que le foyer avait été creusé rapidement, non pour le confort, mais pour la chaleur. Les empreintes étaient rapprochées, indiquant des mouvements limités, comme si leurs auteurs étaient restés accroupis. Quelque chose les avait effrayés. Et puis, finalement, ils étaient partis. Les équipes scientifiques passèrent chaque centimètre de la zone au peigne fin. Ils trouvèrent un couteau de poche rouillé, une lampe de poche à moitié fondue et des traces de tissu en jean correspondant au pantalon que Melissa portait la dernière fois qu'on l'avait vue. Mais aucun reste squelettique, aucune preuve de l'endroit où ils étaient allés après avoir laissé cette note. Nuit après nuit, Mara restait assise à son bureau, fixant les photos épinglées à son tableau. Le site de l'accident, le campement, la note. Les pièces étaient là, mais elles ne s'emboîtaient pas. Si Melissa et Jake avaient survécu, pourquoi se diriger vers le réservoir plutôt que vers la route? Pourquoi ne pas essayer de remonter vers la falaise, d'où l'on pouvait voir les lumières de la vallée, sauf s'ils fuyaient quelque chose dans la direction opposée? Début juin, elle fit appel à un expert en criminalistique environnementale pour analyser le sol et les résidus de combustion du site. Le rapport confirma un élément troublant. Des traces de carburant diesel furent découvertes dans les cendres. Cela ne correspondait pas à l'essence utilisée dans le Ford Ranger. Le diesel brûle plus longtemps et plus fort, suggérant qu'il l'avait utilisé délibérément, peut-être récupéré d'une autre source. Mais il n'y avait eu aucun autre véhicule. Cette découverte épaissit encore le mystère. Quelqu'un ou quelque chose d'autre était là après l'accident. Lorsque Mara présenta les résultats au shérif, il posa la question que tout le monde évitait. Vous pensez qu'ils n'étaient pas seuls là-bas? Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car au fond d'eux-mêmes, tous les habitants de Pine Valley savaient que si Melissa et Jake avaient survécu cette nuit-là, ils ne s'étaient pas seulement perdus. Ils se cachaient, et ce dont ils se cachaient, ou celui qu'ils fuyaient, les avait trouvés en premier. Les recherches, qui avaient commencé comme un acte de clôture, prirent bientôt une tournure bien plus sombre. Après la découverte du campement et de la note de Melissa, la police de l'État du Kentucky élargit le périmètre de recherche, s'enfonçant plus profondément dans la crête nord, au-delà de Miller's Bluff. La zone était isolée et hostile, un enchevêtrement de broussailles, de falaises de calcaire et de sentiers de serre qui serpentaient sur des kilomètres sans jamais revenir au même endroit. Mais c'était aussi la seule direction indiquée par les signaux des téléphones. Si Melissa et Jake avaient quitté le campement vivant, c'est là qu'ils seraient allés. Le troisième matin des nouvelles recherches, l'un des chiens cadavres s'éloigna de son maître près du lit d'un ruisseau et se mit à aboyer frénétiquement en direction d'une colline boisée. L'air était froid et immobile, de ce genre d'immobilité qui porte le son sur des kilomètres. Les enquêteurs suivirent le bruit en gravissant une pente raide jusqu'à une clairière à peine visible du sentier. C'est là qu'ils la virent. Une vieille cabane de chasse, à moitié effondrée sous des années de pourriture et de mousse, son toit affaissé et ses murs penchés. Elle n'était répertoriée sur aucun registre foncier. Pas d'électricité, pas de route d'accès, juste une structure vieillissante cachée à la vue de tous,
à moins de se trouver juste devant. Le genre d'endroit dont les gens oublient l'existence jusqu'à ce qu'ils soient trop lattes. Les chiens les menèrent droit sur le côté de la cabane où le sol avait été remué. 2 parcelles de terre distinctes étaient recouvertes de pierres, délibérément placées, mais sans inscription. L'équipe se figea. Après 17 ans de recherche, après toutes les fausses pistes et les spéculations, il n'y avait aucun doute sur ce qu'ils venaient de trouver. Les équipes de la police scientifique arrivèrent cet après-midi-là et commencèrent à excaver soigneusement le site. La première série de restes apparut à moins de 30 centimètres sous la surface. Des os humains, encore partiellement enveloppés dans du tissu en décomposition. À quelques mètres de là, une autre tombe peu profonde. 2 corps enterrés à la hâte, côte à côte. Lorsqu'ils furent enfin sortis de terre, les petits détails personnels racontèrent l'histoire que l'ADN confirmerait plus tard. Un médaillon fissuré avec les initiales de Melissa Carter gravé au dos, la semelle en caoutchouc d'une chaussure de randonnée correspondant à la paire que Jake Myers portait la nuit de sa disparition. La découverte frappa Pine Valley comme une seconde tempête. Pour les familles, ce fut à la fois un soulagement et une nouvelle forme de déchirement. Les recherches étaient terminées, mais cette conclusion venait avec un poids insupportable. Melissa et Jake avaient survécu à l'accident pour finalement mourir dans les bois moins de 48 heures plus tard. Les résultats de l'autopsie confirmèrent ce que personne ne voulait entendre. Aucun des deux n'était mort de la chute ou de blessures compatibles avec un accident de voiture. Melissa avait subi un traumatisme contondant à la tête. La cause du décès de Jake était une combinaison d'hypothermie et d'une hémorragie due à des blessures de défense sur ses avant-bras. Tous deux étaient morts dans les 2 jours suivant l'accident. Ensemble, non loin du réservoir où ils avaient allumé leur dernier feu. Les enquêteurs passèrent chaque centimètre de la clairière au crible, cartographiant la scène, cataloguant les fragments de débris laissés derrière. Près des tombes, ils récupérèrent une carabine rouillée, une canette de bière vide enfoncée dans la terre et une vieille bâche de style militaire, délavée et raidie par les intempéries. Gravées dans un coin de la bâche, les initiales T.L. Travis Lorne. Cette découverte sema la confusion dans le département. Travis avait déjà été confirmé comme l'une des 3 victimes dans le pick-up. Sa bâche n'aurait pas dû être là. La théorie de travail était que le groupe avait dû la prendre dans la benne du camion avant qu'il ne bascule dans le vide, peut-être pour s'en servir d'abri. Mais ce détail soulevait une question encore plus sombre. Si Melissa et Jake étaient vivants et en possession de la bâche de Travis, étaient-ils retournés sur le site de l'accident? Et si oui, quelqu'un d'autre les y attendait-il? Les tests ADN écartèrent Travis comme étant le tueur. Son ADN était présent, mais seulement sur les bords du tissu, ce qui correspondait à la propriété, pas à la violence. Cependant, ce que les enquêteurs trouvèrent sur la bâche changea tout. Des traces de sang d'un autre homme, plus ancien et dégradé, mais toujours identifiable grâce aux techniques modernes d'amplification d'ADN. Il appartenait à Arthur Kane. Le nom de Kane n'avait pas été mentionné dans l'affaire depuis des années, mais à Pine Valley, toute personne de plus de 40 ans se souvenait de lui. C'était le propriétaire reclus dont les terres bordaient Miller's Bluff en 2001. Un ancien chasseur qui vivait seul dans une cabane sur la crête, connu pour chasser les intrus avec un fusil et réputé pour être imprévisible.
Il avait disparu à l'été 2002, moins d'un an après la disparition des adolescents. À l'époque, sa disparition avait à peine fait la une du journal local. Un reclus disparu n'était pas une nouvelle dans le Kentucky rural. L'inspectrice Holloway fouilla les vieilles archives et découvrit que Kane avait été brièvement interrogé lors de l'enquête initiale. À l'époque, il avait dit à la police avoir entendu un moteur et un fracas une nuit, mais ne pas y avoir prêté attention. Il avait affirmé ne pas s'être approché de la falaise et n'avoir rien à voir avec les jeunes disparus. L'interrogatoire fut bref et, sans preuve le reliant à l'affaire, le shérif l'avait laissé partir. Moins d'un an plus tard, Kane lui-même avait disparu. La carabine trouvée près des tombes a fourni le premier lien tangible entre lui et les 5 de Pine Valley. Les registres balistiques confirmèrent qu'elle avait été enregistrée au nom de Kane en 1996. Son permis de chasse avait expiré l'année suivante. Lorsque les analystes examinèrent l'arme, ils trouvèrent des résidus de sang dans la chambre et une empreinte digitale partielle sur la crosse, trop dégradée pour une identification, mais l'ADN confirmait qu'il s'agissait bien de celui de Kane. Si le sang de Kane était sur la bâche et que sa carabine avait été laissée sur les lieux, cela dessinait un tableau sinistre. Mara Holloway reconstitua ce qui aurait pu se passer. Les 5 amis, après que leur camion ait dévié de la falaise, avaient erré dans les bois dans l'obscurité. Blessés, paniqués et perdus, ils étaient probablement tombés sur la propriété de Kane, peut-être en cherchant de l'aide. Quelque part près de sa cabane, une dispute ou un malentendu a dégénéré. Un vieil homme effrayé avec une arme, un groupe d'adolescents désespérés, la confusion dans le noir, des coups de feu. Les preuves suggéraient que Kane avait été blessé cette nuit-là. Son sang retrouvé sur la bâche, peut-être après avoir été frappé lors d'une lutte. Il aurait pu fuir ou tomber. Les adolescents survivants, terrifiés, auraient utilisé la bâche pour se couvrir ou soigner les blessures de Jake, se retirant finalement vers la cabane où les tombes furent plus tard découvertes. Mais Kane, déjà blessé et seul, a peut-être essayé de les poursuivre ou a simplement disparu dans les bois. Aucune trace de lui n'existait après cet été. Les spécialistes ont mené des simulations hydrologiques du ravin près du site de l'accident et ont conclu qu'un corps aurait pu facilement être emporté dans le réservoir après de fortes pluies et ne jamais être retrouvé. L'histoire était assez tragique pour paraître plausible, mais il restait des zones d'ombre, des questions que personne ne pouvait élucider. Qui a enterré Melissa et Jake? L'un d'eux l'a-t-il fait avant de mourir ou Kane est-il revenu après tout? Les tombes étaient peu profondes, le genre d'enterrement hâtif fait par quelqu'un sans outils ni temps. Ce soir-là, Mara se tenait au bord de la clairière alors que les équipes terminaient leur travail. Les murs de la cabane avaient été éventrés par la pourriture, ses fenêtres disparues depuis longtemps. Elle pouvait encore voir de faibles marques gravées dans le bois à l'intérieur, des initiales, des traits de comptage. Et sur le cadre de la porte, un avertissement délavé gravé en lettres capitales. Défense d'entreur. Impossible de savoir si Kane l'avait gravé des années auparavant, ou si l'un des jeunes l'avait fait après avoir réalisé où il se trouvait. Lorsque la presse a révélé l'histoire, Pine Valley s'est à nouveau divisé. Certains disaient que les jeunes avaient été victimes d'un malentendu qui avait mal tourné. D'autres murmuraient quelque chose de plus délibéré, que Kane n'était pas seulement paranoïaque, mais dangereux, qu'il les aurait peut-être attirés.
Mais les preuves, aussi convaincantes soient-elles, ne permettaient aucune certitude. La conclusion officielle décrivait la tragédie comme une séquence d'événements accidentels et humains ayant entraîné des issues fatales. Pourtant, un dernier détail hantait Mara. La note que Mélissa avait laissée au campement. Parti chercher de l'aide. Je les entends. Ne suivez pas. Se lisait désormais différemment. Pendant des années, les gens avaient supposé que eux désignaient les équipes de recherche ou des animaux sauvages. Mais maintenant, sachant que Kane vivait à proximité, il semblait plus probable qu'elle ait entendu un homme crier dans les bois, peut-être appelant son chien ou hurlant de douleur après avoir été blessé. Peut-être pensait-elle que le danger approchait. L'idée qu'elle soit morte en fuyant quelqu'un qui tentait peut-être d'appeler à l'aide était presque insupportable. Lorsque le dossier fut finalement clos fin 2018, il se terminait par une seule ligne. Les preuves suggèrent que toutes les parties ont péri dans une période de 48 heures, entre le 14 et le 16 juillet 2001. Les décès de Melissa Carter et Jake Myers sont classés comme homicides accidentels résultant d'un traumatisme contondant et d'hypothermie. À Pine Valley, les familles se rassemblèrent une fois de plus à la falaise. Le bureau du shérif plaça 5 croix de bois en rang, surplombant la vallée où leurs enfants avaient été vus vivants pour la dernière fois. Le vent cette nuit-là était froid et vif. 17 ans de silence s'étaient enfin rompus, mais ce qu'ils avaient révélé n'était pas la paix que quiconque avait espéré. Car même avec la vérité mise au jour, une question persistait dans l'esprit de tous. Durant ces dernières heures, dans le silence obscur de cette cabane, que s'était-il exactement passé entre un reclus effrayé et 5 amis perdus qui ne voulaient que rentrer chez eux? À l'automne 2018, l'enquête qui avait hanté Pine Valley pendant près de 2 décennies touchait enfin à sa fin. Les bois autour de Miller's Bluff étaient de nouveau silencieux. Juste le bruit du vent dans les pins, le lent craquement des branches et le faible bourdonnement des insectes qui semblent toujours revenir après le passage d'une tragédie. Pendant des mois, les gardes forestiers et les équipes scientifiques avaient ratissé la zone centimètre par centimètre, cherchant tout ce qui pourrait compléter l'histoire. Puis, un mardi matin ordinaire, une découverte que personne n'attendait fut faite. C'est l'un des plus jeunes gardes qui la trouva. Il était en train de déblayer le site du feu de camp d'origine pour le préparer à sa fermeture permanente lorsque sa pelle heurta quelque chose de dur sous la terre. Au début, il pensa que c'était juste une pierre enfouie. Mais en creusant plus profondément, il découvrit une petite boîte en fer blanc rouillé, scellée par des couches de ruban adhésif. Le couvercle était cabossé, mais intact. À l'intérieur se trouvaient des morceaux de papier plié, un vieil appareil photo jetable et quelques petites babioles. Une capsule de bouteille, un billet de concert, un bracelet en argent avec un fermoir cassé. Lorsque les enquêteurs examinèrent le contenu, ils réalisèrent ce que c'était. Une capsule temporelle enterrée par les 5 amis quelques semaines avant la nuit de leur disparition. Chacun d'eux avait écrit une lettre à son futur soi. L'écriture était maculée, une partie du papier déchirée et tachée d'eau, mais les mots étaient encore lisibles. Les lettres étaient simples, remplies de cet optimisme adolescent qui se sent invincible. Evan écrivait qu'il voulait déménager à Nashville et monter un groupe. Hannah rêvait de devenir infirmière, du genre qui rassure les gens. Jake écrivait sur l'aventure, sur le fait de quitter la ville, de voir des montagnes, de vivre une vie plus grande que Pine Valley. Le mot de Travis ne tenait qu'en quelques phrases.
une promesse silencieuse de revenir chaque année au même endroit avec les mêmes amis. Et la lettre de Melissa se terminait par une ligne qui brisait le cœur de quiconque la lisait. Peu importe où la vie nous mènera, cet endroit restera toujours le nôtre. La boîte devint l'âme de toute l'affaire. Malgré les théories, les rumeurs et les rapports de la police scientifique, c'était la première chose qu'ils trouvaient qui leur parvenait directement des voix qui s'étaient tues dans ces bois. Ce n'était pas une preuve, mais un souvenir. Et d'une certaine manière, la tragédie en devint à la fois plus pesante et plus humaine. Le rapport officiel de la police scientifique, publié plus tard cet hiver-là, boucla toutes les pistes que les enquêteurs avaient pu suivre. Le déroulement des faits était enfin clair. Le groupe s'était réuni à Miller's Bluff cette nuit de juillet, comme chaque été. Peu après minuit, leur pick-up avait basculé en arrière dans le vide, s'écrasant une dizaine de mètres plus bas dans le ravin. 3 d'entre eux, Evan, Anna et Travis, avaient été tués sur le coup. Melissa et Jake, désorientés mais vivants, s'étaient échappés par la vitre brisée, avaient attrapé le peu de matériel qu'ils pouvaient à l'arrière du véhicule et s'étaient enfoncés dans les bois. Ils errèrent dans l'obscurité pour finalement atteindre la propriété de Kane. L'analyse scientifique confirma qu'une altercation avait eu lieu près de la cabane. Le sang de Kane sur la bâche prouvait qu'il avait été blessé cette nuit-là, probablement frappé par Jake dans une tentative désespérée de se défendre. Le fusil de Kane avait fait feu, bien que rien n'indiquait qu'il ait touché quelqu'un avant de succomber à sa blessure. Le chaos qui s'ensuivit laissa Melissa et Jake livrés à eux-mêmes, terrifiés et exposés aux éléments. Ils tentèrent de survivre près de la cabane, utilisant la bâche pour se réchauffer et le fusil pour se protéger. Lorsqu'ils se décidèrent enfin à chercher de l'aide, ils n'allèrent pas bien loin. À tous égards, l'affaire était classée. 17 années de questions sans réponse, d'impasse et de chagrin se résumaient désormais à une explication sinistre et logique. Une chaîne d'accidents, de panique et de malchance qui avait tourné à la tragédie. La conclusion officielle qualifiait les décès d'accidentels causés par l'exposition aux éléments et les blessures subies lors d'une altercation. Aucun acte criminel, aucune dissimulation, juste la cruauté silencieuse des circonstances. Mais pour les familles, il était difficile de tourner la page. Par un froid matin de décembre, elles se réunirent une dernière fois à Miller's Bluff pour un ultime hommage. Des croix de bois se dressaient là où le feu avait autrefois crépité, chacune portant un nom et une petite photographie. Le bureau du shérif, le service des gardes forestiers et une poignée d'habitants se joignirent à eux. Quelqu'un apporta des fleurs, un autre alluma des bougies, et pour la première fois en 17 ans, le silence avait remplacé les spéculations. La mère de Melissa se tenait près du bord du promontoire, le regard plongé dans le ravin où le pick-up avait été retrouvé. Elle ne dit pas grand-chose, murmurant simplement que peut-être, après tout ce temps, les enfants étaient enfin rentrés à la maison. Le père d'Evan déposa le médiator de son fils au pied de la croix, celui-là même qu'Evan gardait dans sa poche durant ses nuits d'été. L'inspectrice Mara Holloway observait à distance. Pour elle, l'affaire n'avait jamais été une question de gros titres ou de réponses. Il s'agissait de restaurer quelque chose que la ville avait perdu depuis longtemps, la vérité. Mais même là, debout, elle ne pouvait se défaire d'un détail qui la hantait encore. La photographie récupérée des années plus tôt sur le téléphone calciné de Melissa, celle qui montrait le feu de camp, les silhouettes floues de 3 amis
et 2 points lumineux brillant à l'arrière-plan. Pendant près de 2 décennies, tout le monde avait cru que ces lumières provenaient d'un autre véhicule, le signe que quelqu'un d'autre était là cette nuit-là. Mais l'analyse finale prouva le contraire. Le reflet correspondait à l'angle des feux arrière du Ford Ranger alors qu'il basculait en arrière quelques instants avant de plonger dans le vide. Ces lumières n'étaient pas celles d'une autre voiture. C'étaient les leurs, le reflet de leur propre destin, capturé dans un éclair juste avant que tout ne devienne noir. Finalement, ce n'était ni la malveillance, ni le mystère qui les avait emportés. C'était la peur, la confusion et l'indifférence absolue de ces bois qu'ils croyaient si bien connaître. Plus tard ce soir-là, alors que les familles quittaient le promontoire, le garde forestier, qui avait trouvé la capsule temporelle, resta pour ramasser les bougies. Il remarqua comment l'air se rafraîchissait à mesure que le soleil plongeait derrière la crête, comment la forêt engloutissait rapidement les dernières lueurs du jour. Avant de partir, il s'arrêta près de la croix de Mélissa et contempla la vallée. En contrebas, le réservoir scintillait faiblement dans la lumière déclinante, calme et immobile. Quelque part sous cette eau reposaient des fragments de métal, des morceaux de verre et l'écho d'une nuit que personne à Pine Valley n'oublierait jamais. Le rapport final fut signé, scellé et classé, mais une phrase resta gravée dans l'esprit de tous ceux qui avaient approché l'affaire. Une phrase écrite sur un papier froissé, trouvé sous une pierre, par une jeune fille qui avait tenté de se sauver, elle et son amie. Partis chercher de l'aide. Je les entends, ne suivez pas. Ce n'était plus un simple indice. C'était sa voix, figée dans le temps, résonnant à travers 17 années de silence. Et aujourd'hui encore, quand le vent souffle dans les arbres au-dessus de Miller's Bluff, certains disent qu'il porte toujours ce même faible avertissement. Non plus comme un mystère, mais comme le souvenir de ce qui a été laissé derrière.